Nous accueillons l'orateur suivant, Monsieur Hugues Chabot. Donc, Hugues Chabot est maître de conférences, habilité à diriger les recherches en histoire des sciences à l'Université Lyon 1, au sein du laboratoire Sciences et Sociétés, Historicité, Éducation et Pratique. Il travaille sur l'histoire de l'Académie des sciences et sur l'histoire de la physique du XVIIIe au XXe siècle. Sa communication de ce matin porte sur l'évaluation par les pairs au sein de l'Académie des sciences à travers les rapports auxquels Ampère a contribué. Merci. Donc je vais d'abord commencer cet exposé par deux documents sur lesquels je suis tombé en préparant cette recherche. Deux documents que j'ai trouvés sur un site dont on entendra beaucoup parler demain avec Christine Blondel et Julien Pomard. Ce sont deux documents associés à l'activité académique d'Ampère. Et ce sont des documents que je qualifie de mystères, mais j'essaierai de vous donner, moi, des hypothèses d'interprétation sur ces notes de la main d'Ampère, où on voit des comptabilités avec ces petits traits qui sont tenus. Et puis la légende qui figure pour le moment sur le site Ampère, c'est qu'on se demande si ces décomptes sont associés à des présences de ces noms de savants à l'Académie, ou bien au nombre de rapports rédigés sur des mémoires, puisque c'est ce dont je vais vous parler maintenant, c'est l'activité de rapporteur, alors cette fois-ci à l'Académie des sciences, pour laquelle donc Ampère a également joué ce rôle, comme à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, comme il vient d'être évoqué. Alors l'élection d'Ampère, ça a été rappelé déjà ce matin, donc elle remonte au 28 novembre 1814, mais dès avant, puisque Ampère est arrivé à Paris en 1804, eh bien il présente des mémoires à l'Académie et il est en capacité d'assister lui-même aux séances de l'Académie, très officiellement, à partir du 7 août 1809, parce qu'en feuilletant les procès-verbaux qui m'ont beaucoup servi, procès-verbaux qui ont été transcrits et imprimés au début du XXe siècle, donc c'est une source historique facilement accessible, et on voit que dans la séance du 7 août 1809, eh bien, on a toute une liste de savants étrangers, comme on disait à cette époque-là, pour désigner les scientifiques qui n'étaient pas académiciens en titre. Eh bien, parmi cette liste de savants étrangers admis à assister aux séances, sur le critère d'avoir présenté un certain nombre de mémoires, ou même d'avoir décroché un prix posé par l'Académie des sciences, bien on trouve par ordre alphabétique tout de suite le nom d'Ampère. Et maintenant, je vais commencer à vous présenter un petit peu le vif du sujet, et notamment à travers cette séance du 21 mars 1816, un peu plus donc d'un an après l'élection d'Ampère, élection qui s'est faite donc à l'Institut, dans la section de géométrie de la classe des sciences, et dans une période historique de transition, puisque ce 21 mars 1816, une ordonnance du pouvoir royal, la Restauration, restitue à la classe des sciences son ancien titre d'Académie royale des sciences, tout en conservant son organisation, sa composition et surtout donc son règlement, comme vous pouvez le voir ici à partir de deux articles que j'ai prélevés. Et parmi ces missions qui figurent dans ces règlements, de façon plus ou moins explicite, ou plutôt dans des règlements intérieurs, figure ce que j'ai appelé une première forme d'évaluation par les pairs. On va voir de quoi il s'agit. Évaluation qui intéresse les pouvoirs publics, notamment quand il s'agit ça a été dit à propos de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, quand il s'agit de juger de l'utilité ou de la faisabilité d'une invention. Mais cette expertise des académiciens, on est à l'Institut, s'applique tout aussi bien à des recherches que l'on qualifierait aujourd'hui volontiers de fondamentales. Donc c'est un fait qui n'est pas réellement nouveau, puisque ça remonte au premier règlement de l'Académie datant de 1699, donc un bon siècle avant, qui précise que des mémoires, c'est-à-dire des articles de recherche, ceux des académies, à commencer par ceux des académiciens eux-mêmes, doivent être soumis avant publication à l'approbation au sein de l'Académie de leurs collègues. Et pour ce faire, 2 à 3 d'entre eux, en général, sont commissionnés pour rédiger un rapport. La tâche donc s'applique aussi à ces savants dits étrangers, c'est-à-dire extérieurs à l'institution, qui, eux, ont pour motivation d'être reconnus et qui s'adressent pour ce faire à l'Académie royale de sciences de Paris. Et donc cette académie constitue une première incarnation au XVIIIe siècle d'une politique scientifique d'État
à une époque, rappelons-le tout de même, où la recherche n'est pas encore un métier. La révolution, la période révolutionnaire qu'on a évoquée tout à l'heure, très bouleversée aussi pour l'activité scientifique, eh bien, suivra une voie assez identique à celle de la monarchie absolue, puisque même si l'Académie royale est bien dissoute, elle renaît de ses cendres, le 6 niveaux en 4, calendrier républicain, comme classe des sciences de l'Institut, avec une composition quasi inchangée, c'est assez remarquable, à quelques notables exceptions comme celle de Lavoisier, chimiste, mais surtout comptable général de l'impôt royal, qui, pour cette raison, sera fauché par la terreur. Donc cette classe des sciences de l'Institut prolonge cette première Académie royale, comme d'ailleurs, au moment de la Restauration, l'Académie royale restaurée prolongera l'Institut, à ceci près, à propos des missions d'évaluation, qu'elles vont s'appliquer dorénavant aux seules recherches menées à l'extérieur de l'Académie, que ce soit d'ailleurs à la demande de l'État, pour ses expertises, ou par une sollicitation directe, là aussi, d'inventeurs, et pas seulement à la Société d'encouragement d'industrie, ou d'aspirants, c'est plus fréquent encore, à une carrière scientifique. Donc, en un peu plus de 20 ans de carrière académique, j'ai fait un relevé dans ces procès-verbaux, de 1814 à 1836. Ampère est ainsi associé à plus de 160 commissions et rédige ou co-rédige, ou plutôt co-signe, participe à une cinquantaine de rapports. Les procès-verbaux de l'Académie que j'évoquais à l'instant, donc qui courent de 1795 à 1835, jusqu'au moment où naissent les comptes rendus des séances les hebdomadaires de l'Académie, qui sont là systématiquement imprimés, qui paraissent donc à partir de 1835 à l'initiative d'Arago. Donc ces procès-verbaux conservent la trace de ces rapports lus lors des séances hebdomadaires avant d'être soumis, c'est important à souligner, à l'approbation de tous les académiciens. Il s'agit donc là aussi, comme il a été dit dans l'exposé précédent, d'un travail collégial à deux niveaux. Une première évaluation est confiée à une commission composée de spécialistes du sujet, dont le jugement, positif, négatif, vous avez vu les critiques d'Ampère, c'est souvent un petit peu la règle du jeu, de trouver les limites dans le mémoire, mais cela fait l'objet aussi d'une discussion en séance et d'un vote en séance plénière. Là, on a beaucoup plus rarement trace dans les procès-verbaux de ces discussions, de façon assez étonnante, plus facilement dans les comptes rendus des journaux de l'époque, puisqu'il y a quelques journaux qui publient des comptes rendus des séances de l'Académie. Précisons que parmi les membres de la commission ainsi nommée, celui qui tient la plume du rapport écrit est aussi le porte-parole et exerce à ce titre la fonction dite de rapporteur principal. Et Ampère, de fait, a joué ce rôle une vingtaine de fois sur toute la période. On peut d'ailleurs retrouver certains rapports de sa main dans le fond des manuscrits conservés à l'Institut de France, numérisés, mis en ligne sur le site et dont nous parlerons demain, Christine Blondel et Julien Pomard. On peut, je l'ai fait en tous les cas, raisonnablement supposer que dans ce cas de ces rapports de la main d'Ampère, Ampère peut être considéré comme l'auteur en titre un peu, ou l'auteur principal du rapport, et donc ça reflète un investissement plus important. Donc on va affiner ce premier bilan quantitatif dans le temps, en distinguant trois périodes où se concentre l'activité d'expertise d'Ampère. Alors une première période que je qualifierais de noviciat, de débutant, d'initiation, ou presque, de 1815 à 1818, avec la nomination d'Ampère dans 34 commissions et sa participation à 18 rapports, dont 9 comme auteur principal. Une seconde période qu'on peut peut-être estimer être celle de la maturité, qui court de 1820 à 1828, je vais peut-être revenir sur le graphique précédent d'ailleurs, qui compte 80 commissions, puis on reviendra, 28 rapports et 6 rapports autographes. Enfin, une dernière période, à droite là, de mon graphique, 1831-1836, peut-être celle de la sagesse, je ne sais pas, qui concentre une quarantaine de commissions, une dizaine de rapports, dont au moins 4 rédigés de la main d'Ampère. Si on fait une moyenne, on constate, une moyenne qui vaut ce qu'elle vaut, en moyenne que Ampère est rapporteur une fois sur 4 au tout début de sa carrière, une fois sur 2, au tout début de sa carrière académique, puis ensuite une fois sur 4
pendant les 2 périodes suivantes. Cette périodisation très irrégulière, avec ses pics et ses creux, est en fait intimement liée aux aléas de la vie personnelle et professionnelle d'Ampère, dont certains ont déjà été évoqués ce matin par James Hoffman. En plus de ses fonctions d'enseignement dans de grands établissements parisiens, comme à l'École Polytechnique, d'abord comme répétiteur, puis comme professeur, ou encore au Collège de France à partir de 1824, Ampère est régulièrement en tournée d'inspection pour l'université en province, et donc pour se constituer des revenus indispensables pour compléter son traitement d'académicien. Ampère, il lui arrive ainsi de s'absenter pendant parfois plus de 12 semaines, comme en 1817 et 1822. S'ajoute, ça n'a pas été évoqué, je crois, encore, des problèmes de santé récurrents qui s'aggravent beaucoup en 1829, jusqu'à entraîner son absence presque complète aux séances de l'Académie, jusqu'en 1831. Regardons à présent d'un peu plus près les sujets sur lesquels Ampère s'empare de la plume de rapporteur. Donc là, je reviens à cette diapositive. Pendant les premières années d'initiation à l'exercice du rapport, ou presque d'initiation, il s'agit pour la moitié de rapports de mécanique théorique. Et j'ai fait une distinction dans la section de mécanique entre mécanique théorique et machine. Et pour un autre quart sur des sujets de mathématiques. Donc ce n'est pas fait d'ailleurs pour nous étonner. Non seulement il s'agit de donner des preuves de ses talents mathématiques aussi à travers cette activité de rapporteur, mais Ampère a été élu dans la section de géométrie. Donc il est attendu sur ces sujets. Donc il est aussi a priori à l'aise dans les domaines des mathématiques dites pures que dans celui des mathématiques qu'on dirait nous aujourd'hui appliquées, ou plutôt mixtes comme on disait alors. Les rapports sur les machines ne doivent pas nous étonner davantage, surtout après l'exposé qui vient de précéder, car Ampère pratique en fait le genre du rapport à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, dont il est membre depuis 1806, après qu'il ait été nommé secrétaire du Bureau des Arts et Manufactures du ministère de l'Intérieur, grâce à l'entregent de son ami lyonnais, Joseph de Gérando, intellectuellement, politiquement très proche, et alors secrétaire général de ce ministère. Deuxième période, la décennie des années 1820, qui coïncide avec la découverte d'Ørsted et sa capture expérimentale et mathématique par Ampère. Elle pourrait donc être qualifiée de physico-électrique, pour son activité de rapporteur également, puisqu'il rédige 5 rapports relatifs à des mémoires sur l'électromagnétisme contre 1 en mathématiques. Enfin, après 1830, les derniers rapports se répartissent entre sciences naturelles, chimie, mathématiques et même philosophie, même si, a priori, il n'y a pas de section de philosophie à l'Institut. C'est donc une déclinaison tardive des talents de longue date, des talents polymathes du savant de Polémieux dans de nombreuses branches du savoir. Ça a aussi été évoqué par les précédents intervenants. C'est donc une ultime période que l'on pourrait qualifier pour cette raison d'éclectique. Là, je reprends le terme, je crois, qu'on trouve chez Robert Lopneu. Alors, si on ajoute à ce relevé thématique des rapports rédigés de la main d'Ampère celui des rapports qu'il a co-signés avec d'autres, donc là on monte en quantité, à 50 rapports, on obtient une répartition qui confirme un certain nombre de choses sur toute sa période d'activité de commissaire, donc c'est plutôt la partie basse de cette diapositive, par domaine scientifique, suivant les appellations des sections académiques, des entrées, mathématiques, 18, mécanique, 17, donc avec les machines, physique, 14, et puis une rubrique autre, 7, qui marche sur plein d'autres choses. Si on affine les domaines de la mécanique et de la physique, la distribution, c'est la suivante, c'est mon deuxième graphique en bas. Pour la mécanique, participation à 9 rapports sur des mémoires de mécanique théorique et 8 sur des machines, donc pas simplement à la Société d'encouragement. Pour la physique, 9 rapports en lien avec l'électricité, c'est pas fait pour nous étonner, 3 avec l'optique, 2 avec la chaleur. Ces chiffres nous semblent refléter un relatif équilibre entre mathématiques pures et physique mathématisée, qui englobe la mécanique théorique et l'optique en particulier, ou en voie de mathématisation, puisque c'est quand même la contribution reconnue d'Ampère aujourd'hui, théorie de l'électricité, mais il s'intéresse aussi à ce qui se passe du côté de la théorie de la chaleur.
On pourrait enfin regarder la totalité de ces quelques 160 commissions dans lesquelles Ampère a été nommé, avec ou sans rapport rendu. On remarque alors un équilibre encore plus mesuré entre les matières mathématiques et celles qui relèvent de la physique, mais donc il nous manque une bonne centaine de rapports qui n'existent pas dans les procès-verbaux et qui sans doute n'ont pas donné lieu à des comptes rendus auprès de l'Académie. Alors il est peut-être temps d'examiner le contenu d'un rapport rédigé de la main d'Ampère. Donc voilà, il y a déjà un cliché qui va apparaître. Hein. Donc Ampère qui a été nommé dans 44 commissions d'examen de mémoire d'électromagnétisme, hein, c'est-à-dire autant que pour des mémoires de mathématiques pures. Là, je crois que j'ai peut-être mélanger peut-être deux pages. Oui, si j'y arrive. Donc, parmi ces mémoires d'électromagnétisme sur lesquelles il a rendu rapport, je le disais tout à l'heure, il a tenu la plume pour 5 même d'entre eux. Hein, donc, je vais citer les auteurs qui apparaissaient sur ma deuxième diapositive ici, d'ailleurs. Hein. Donc, ces auteurs, c'est aussi intéressant de s'intéresser à leur profil. Boisgiraud, c'est un professeur à la faculté des sciences de Toulouse. Montferrand, c'est un examinateur à l'école polytechnique. Et puis, le nom qui a retenu plus mon attention pour cette matinée, Nobili, qui est donc physicien italien, membre de l'Académie italienne des sciences, et puis un autre nom italien également, Zamboni, aussi membre de cette Académie italienne des sciences. Enfin, Pouillet, qui fait ici une de ses premières armes à l'Académie, avec un mémoire sur l'électricité de l'atmosphère. Donc rappelons les motivations de ces auteurs extérieurs. Tous sont des savants étrangers au sens académique du terme, c'est-à-dire extérieurs, pas forcément des extranationaux. Et pourvu qu'ils obtiennent une approbation, tous, en fait, peuvent prétendre avoir leurs travaux publiés sous les auspices de l'Académie dans une série qui s'intitule « Mémoire des savants étrangers », hein, qui est un recueil créé assez ancien, déjà créé au XVIIIe siècle, pour faire valoir des recherches autres que celles des membres de l'Académie, et donc qui correspond à une forme d'évaluation par les pairs. Outre une publicité donnée à leurs travaux par cette procédure d'évaluation, hein, un des enjeux importants à l'Académie, c'est de prendre date pour une idée théorique, hein, une découverte, une formule, une théorisation mathématique ou encore un dispositif expérimental. Eh bien, obtenir une approbation, c'est un marchepied, peut-être, hein, pour être nommé quelque part dans une institution et pourquoi pas eh bien, rejoindre l'Académie. Et d'ailleurs, on constate que quelques années plus tard, quelques années après ces rapports, eh bien, certains des noms qui sont évoqués ici vont rejoindre l'Académie. C'est le cas de Savary, hein, et c'est aussi le cas de Pouillet. Et puis, donc, Nobili, lui, eh bien, deviendra un correspondant officiel de l'institution parisienne, hein, un autre titre qui est réservé, qui est contingenté à une centaine de noms. Alors, je disais, entrons dans le détail peut-être d'un rapport. Eh bien, le rapport qui a retenu mon attention, hein, eh bien, c'est pour montrer les talents multiples d'Ampère, hein, qui ne se limite pas donc simplement à cette capacité de mathématiser, de créer, hein, des représentations mathématiques pour attraper le phénomène, mais c'est aussi, ça a été, je pense, bien évoqué par Jess Hoffman, hein, une adresse expérimentale à la paillasse. Et l'instrument que vous avez sous les yeux, eh bien, c'est un instrument dont j'ignore si le cliché correspond exactement au prototype qui est décrit dans le mémoire de Nobili, mais enfin, je reconnais certains aspects qui sont décrits dans ce mémoire et surtout dans le rapport qu'en a donné Ampère. Eh bien, le long rapport sur cet appareil, c'est un appareil de mesure de l'intensité électrique. Donc le terme est déjà là à cette époque, comme celui d'électromagnétisme que j'ai employé préférentiellement à celui d'électrodynamique, parce que le terme là aussi circule, hein, interaction entre courant et aimant. Donc électromagnétisme, le terme vient assez vite. Là, Nobili et Ampère parlent d'intensité électrique. On n'est pas encore dans une formulation ou une équation mathématique,
On trouvera d'ailleurs le terme d'énergie tout aussi bien employé pour désigner ce mouvement des charges électriques dans un fil. Donc rapport plutôt co-rédigé avec Dulon, qui fait ainsi état d'une recherche de la précision, de la stabilité d'un instrument qui est présenté donc en 1827. Le rapport est fait en 1828. Ces critères de stabilité, de précision sont des critères absolument classiques pour la physique expérimentale de l'époque. C'est vraiment la valeur de référence sur laquelle il faut s'appliquer, et qui montre comment Ampère s'intéresse, rend compte dans le détail des opérations d'étalonnage, de ce qui apparaît vraiment comme un prototype de zéro par Nobili pour cet appareil, donc dénommé multiplicateur. Le terme galvanomètre est tout aussi bien employé. C'est un galvanomètre fait à deux calibres, donc avec deux sensibilités différentes. Il est constitué d'un châssis à double enroulement. Et donc les deux calibres vont correspondre à la commutation sur ces deux enroulements. Deux aiguilles aimantées que l'on aperçoit sur ce cliché. C'est pour ça que je me suis permis de reprendre ce cliché qui date plutôt le galvanomètre de Nobili qu'on a sous les yeux, une fabrication tardive plutôt dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc là, en 1827, on doit sur des appareils prototypaux. Je suis aussi relativement persuadé que l'instrument n'est pas passé, contrairement peut-être à ce qui se passe à la Société d'encouragement de l'industrie nationale, l'instrument n'est pas passé entre les mains des académiciens. Il n'a pas fait le voyage d'Italie. Ce que reçoivent les académiciens, c'est un mémoire qui produit des résultats, qui décrit l'instrument. Il y avait peut-être une figure, je n'ai pas encore eu le temps d'aller vérifier si on retrouve le mémoire dans les pochettes de séance de l'Académie, mais surtout qui produit des tables numériques. Et ce sont ces tables numériques, finalement, en plus de la description, que Ampère va évaluer avec Dulon. Et cette table numérique qui accompagne le mémoire, donc elle est jugée comme donnant des résultats que Nobili a obtenus. Et c'est justement en cherchant des régularités ou des incohérences dans les chiffres produits que Ampère propose un jugement. Et en particulier, plusieurs causes d'erreurs sont pointées, des erreurs qu'on pourrait peut-être qualifier de systématiques, comme la variation de l'intensité en fonction de la longueur du fil de l'instrument. Je vous ai parlé de deux enroulements, et on sait déjà à cette époque, évidemment, que le fait de faire passer un courant par deux fils de longueur différente ne donnera pas tout à fait le même résultat, même si, là aussi il faut le rappeler, à cette époque, la loi d'Ohm ne fait pas partie des choses tout à fait établies. Donc au-delà de cette différence entre les deux calibres, l'examen de la table des valeurs d'intensité annexée au mémoire de Nobili présente ainsi une dérive progressive qui est pointée très clairement dans j'aurais pu passer à cette diapositive, dans le rapport d'Ampère. Et donc ce qui nous conduit donc à une conclusion qui est donc relativement réservée. Ce n'est pas une approbation. Mais ça m'a semblé intéressant de reproduire cette conclusion, peut-être pour souligner à nouveau le fait que vous voyez dans les procès-verbaux imprimés, on voit l'Académie adopte les conclusions de ce rapport, et cette adoption, peut-être qu'elle a été précédée de discussions. Et ce qu'il me dit qu'elle a peut-être été précédée de discussions, c'est que aussi bien la transcription dans les procès-verbaux suit très fidèlement ou quasiment fidèlement tout le contenu du texte manuscrit que l'on retrouve aujourd'hui, conservé à l'Institut. Et la conclusion, elle, a été modifiée dans sa formulation. Bon, je ne trouve pas qu'il y ait des modifications très importantes, mais peut-être les académiciens étaient très attentifs à la formulation des recommandations ou des appréciations terminales qui achevaient ces rapports. Un encouragement, une proposition d'être publié dans les mémoires des savants étrangers, une réserve, une disqualification, tout ça, il y a un jeu de nuances important. Donc il est peut-être possible que la formulation qu'avait adoptée Ampère dans un premier temps, dans cette conclusion, ait été revue et corrigée à l'aune de discussions, soit entre Ampère et Dulon, ou bien au moment du dépôt final de ce rapport à l'Académie. Donc j'en ai terminé avec mon exposé,
mais dommage, là, effectivement, la pixelisation est un petit peu ardue. J'aurais peut-être pu faire attention à cela pour le texte des PV que j'ai reproduit. Je vais quand même vous donner la solution que moi j'ai trouvée à ces deux petits papiers sur lesquels Ampère a griffonné ces traits en face de certains noms. Voilà, à force de feuilleter les procès-verbaux de l'Académie des sciences, d'être un petit peu attentif, eh bien, on constate que le premier papier correspond en fait à un exercice académique aussi très très convenu, très attendu. C'est celui des élections. Et là, il s'agit de remplacer une place vacante pour un correspondant. Donc, et une liste est présentée. Et je pense qu'à la séance du 13 novembre 1815, peut-être dans une période un peu agitée, eh bien, on assiste ici au dépouillement de ces voix, et Brongniart est ainsi nommé correspondant. Là, c'est dommage, on ne le voit pas, mais les chiffres de 56, 13 sont reportés, 37 se figurent bien dans le compte-rendu, dans les procès-verbaux. Même chose pour celui-ci, c'était plus trapu pour le trouver, mais à la séance du 21 août 1826, cette fois-ci, on assiste à l'élection d'une commission qui va désigner ou trancher sur le remplacement d'un académicien étranger au sens extranational, cette fois-ci, du terme, un associé, on dit plutôt associé étranger d'ailleurs, et cette fois-ci, là aussi, par un jeu de correspondance, je suis à peu près certain qu'effectivement, pour la classe des sciences mathématiques, les sciences mathématiques d'une part, les sciences physiques d'autre part, on retrouve les trois candidats qui rassemblent le plus de traits aussi sur ce relevé, avec d'ailleurs, on peut rentrer dans le détail de l'élection. Vous voyez que Desfontaines apparaît tout en dernier, et il apparaît en fait à égalité avec d'autres noms, 6 voix, comme avec Chevreul, Mirbel et puis Bosc. Donc pourquoi est-ce que Desfontaines a été préféré plutôt que les autres? C'est une question d'ancienneté pour l'essentiel, j'ai regardé, effectivement, en tout cas c'est une bonne hypothèse, Desfontaines est parmi les plus anciens élus dans sa section. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Chabot, pour cet exposé sur l'évaluation par les pairs au sein de l'Académie à l'époque d'Ampère. Donc, les académiciens à cette époque percevaient-ils une rétribution ou étaient-ils intéressés, motivés d'une autre manière pour effectuer cette mission d'évaluation ? Si seulement il y avait eu une rétribution, peut-être qu'on aurait eu un Ampère encore plus rapporteur, mais comme ça a été évoqué, voilà, il y a ce cumul d'activités qu'Ampère est obligé d'avoir pour pouvoir survivre d'une certaine manière. Donc non, il y a un traitement d'académicien qui est le même pour tous, et qui ne permet pas en fait d'avoir effectivement un revenu suffisant pour vivre à Paris, et les tâches annexes au sein de l'académie ne sont pas rémunérées. Alors, elles ne sont pas si annexes que ça, mais en tout cas elles ne donnent pas lieu à un intéressement, me semble-t-il. Direct. Quelqu'un veut-il poser une question? Merci, ça sera très bref. Est-ce que cette production, moi qui me paraît très importante d'Ampère, est-ce que c'était la règle générale? Est-ce que tous les académiciens étaient aussi impliqués et produisaient autant? C'est très 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 variable. Moi, il y a de nombreuses années, j'avais fait une étude statistique un petit peu sur la totalité des membres de l'Académie. Donc, pour vous donner des chiffres, sur les 40 ans, alors donc il faudrait couper en deux, puisque pour Ampère peut-être, mais bon, il y a une accélération du nombre de commissions sur la seconde période, celle d'Ampère. Il y a eu 5000 commissions qui ont été formées. Et le nombre de rapports rendus, 2000. Voilà, donc ça donne un peu aussi une répartition, si on divise par deux, pour avoir la période d'Ampère, mais avec une plus forte activité sur la période d'Ampère. Et les académiciens sont tous, a priori, sollicités, mais certains s'impliquent plus que d'autres. Ampère est dans la moyenne haute. Ampère est dans la moyenne haute. Oui, juste une petite question. Le manuscrit que tu as montré là sur le... Oui.
C'est vraiment, c'est la main d'Ampère. Ça me paraît très bien écrit par rapport à l'habitude, au gribouillis habituel. Oh, je sais pas, parce qu'Ampère, il est réputé avoir une écriture d'écolier un peu. Donc, c'est pas Ampère? D'accord. Voilà. D'accord. Donc là, ça modère mon interprétation, peut-être. Pourtant, il est nommé comme rapporteur, ici, à la fin. Et c'est vrai que j'ai... Et par contre, les cartons, eux, ils sont de la main d'Ampère. Bon, je vais faire court. J'ai juste une petite question sur le galvanomètre de Nobili. Oui. Puisqu'apparemment, Ampère a fait une suggestion, enfin une critique à propos des 2 bobines. Or, le galvanomètre de Bobigny, qui est un grand classique de tous les cabinets physiques de lycée du 19e siècle, avait une seule bobine. Donc, ce qui serait intéressant, ce serait de voir si, par hasard, cette remarque d'Ampère a été transmise à Nobili, et que justement, il aurait supprimé ces 2 bobines pour n'en garder qu'une. Alors, a priori, les rapports sont transmis aux auteurs. Les rapports sont transmis aux auteurs très officiellement. Pour certains auteurs, la motivation, c'est surtout d'avoir juste la formule d'approbation à la fin. Donc l'Académie peut produire un certificat avec les dernières lignes. Mais il y a une correspondance avec Nobili d'ailleurs, il y a quelques échanges. Et c'est vrai que les clichés qu'on trouve d'instruments anciens qui sont conservés dans différentes collections, c'est plutôt pour la seconde moitié du 19e. Donc je pense qu'on est vraiment sur les premiers prototypes que Nobili est en train d'élaborer. Alors les suggestions d'Ampère, c'est pas forcément de supprimer un fil, ou de supprimer une bobine, enfin un enroulement, c'est plutôt de rajouter une aiguille, parce qu'il y a deux aiguilles sur cet appareil pour mesurer, je pense, le magnétisme. Il y a donc au centre le double châssis, j'y reconnaîtrai peut-être ce double châssis. Il y a une aiguille au milieu, à l'intérieur, de ce qui constituerait les bobinages, et puis une aiguille supérieure donc au-dessus, à l'extérieur. Et donc voilà, il y a un jeu là d'équilibre, d'équilibriste, pour régler correctement le zéro de l'appareil. Et ce que Ampère suggère, c'est de rajouter une 3e aiguille en bas. Donc de faire en sorte d'avoir une symétrie pour pouvoir symétriser la situation et donc encore corriger peut-être des sources d'erreurs, ou en tout cas compenser jusqu'à un certain point. Merci beaucoup. Écoutez, pour conclure cette matinée, il nous reste à remercier et féliciter les 5 intervenants de ce matin pour la qualité de leurs exposés qui, chacun nous a dévoilé une facette d'Ampère. Merci à chacun de vous. Merci.